Faire quelques propositions et puis vous faire part des quelques analyses qui sont les miennes. Bon, j'ai écouté ici et là, donc j'ai cet avantage parce que j'ai interviewé en dernier, mais je n'ai pas beaucoup entendu un débat sur les compétences, c'est-à-dire qu'on a parlé de transfert de compétences, mais on n'a pas parlé de quelles compétences. La plupart du temps, on a parlé d'autonomie, des transferts, mais pour ma part, si vous voulez, je vais vous parler directement des compétences. Et je rejoins mon frère Louzala, comme je rejoins Cyriaque Babela, comme bien d'autres aussi, mais je vais essayer d'avoir un autre son de cloche, c'est-à-dire que moi, je vais sur la base que quelle que soit la forme de l'État qu'on peut donner, c'est vrai qu'on pense au développement, mais le développement peut rimer avec dictature, peut rimer avec démocratie. Aujourd'hui, pour ma part, je pense que si on veut que le pouvoir soit au plus près du citoyen, c'est d'abord pour moi un problème de redistribution entre guillemets politique. C'est-à-dire qu'il faut que ces territoires-là soient gérés par des personnes qui, à défaut d'être dans un exécutif national, aient un minimum d'attributions qui font qu'ils peuvent attendre une alternance, qu'il y ait des partis politiques ou pas, pour taquiner un peu mon doyen Babakana, peu importe, mais il faut entendre aussi le transfert de compétences auprès des régions comme un apaisement de la vie politique. Donc il y a déjà ce fait, mais il faut aussi qu'on se pose la question, une nouvelle administration des collectivités locales, pourquoi? Pour ma part, c'est pour régler les problèmes du pays. Et les maux qui minent notre pays sont connus. Donc, il faut aussi qu'on se dise qu'on est un pays qui, à l'instant T égale à 0, est un pays délabré, est un pays dans le gouffre. Donc, pour ma part, c'est un pays à reconstruire demain si on arrive à faire partir M. Sassou Nguesso, et je ne doute pas qu'il va partir un jour ou l'autre. Mais pour moi, il y a des fondamentaux, il y a des besoins primaires et fondamentaux qu'on doit assurer à tous les citoyens congolais. Et à l'instant T égale à 0, si on identifie, comme je l'ai fait moi, que la santé est un bien primaire, que l'alimentation, qu'il faut que les Congolais, où qu'ils soient, mangent à leur faim, il y a aussi, pour reconstruire un pays, toutes les questions qui font attrait à l'éducation, par exemple, tout ce qui est scolaire, les programmes scolaires, bref, l'éducation. Il y a aussi les infrastructures routières ou des travaux publics. Pour moi, toutes ces compétences-là doivent être du régime de l'État, de l'exécutif national. On ne peut pas, même si on se projette dans une déconcentration des pouvoirs, à l'instant T égale à 0, les transférer aux collectivités territoriales. Ce n'est pas possible parce que il faut que l'État, dans un premier temps, après avoir défini les besoins primaires et fondamentaux du citoyen congolais, que l'État soit le garant des politiques qui vont faire qu'on arrive, par exemple, pour un citoyen congolais, comme le disait ma grande sœur Mabéa, que le citoyen congolais arrive à manger 3 fois par jour, par exemple. Donc, pour moi, tout ce qui va être politique agricole est du ressort de l'exécutif national.
là, je ne vous parle pas d'État unitaire ou d'État fédéral. Pour moi, je parle en termes de compétences. Donc, une fois qu'on a défini les besoins primaires du Congolais qui vont être du ressort ou des missions de l'exécutif national, on pourrait, lorsqu'on rajoute tout ce qui est régalien, transférer le reste aux régions. C'est un débat. En tout cas, pour ma part, j'attribue d'abord à l'État et ensuite, je me dis, ce qui reste, c'est aux régions. Après, on a parlé de décentralisation. Il y a une chose aussi, hein, c'est vrai que c'est, pour ma part, un débat très technique. Hein, on essaie, en tant que citoyen, j'ai même envie de dire en tant que profane, d'apporter des solutions, mais je crois que c'est l'un des débats qui est le plus complexe. Pourquoi je dis ça? En France, par exemple, on vous parle de décentralisation. Vous avez des élus, sauf que les élus, bien qu'élus, vont la plupart du temps appliquer des missions qui sont celles de l'État sans autonomie aucune. C'est-à-dire que l'État va décider qu'il faut faire telle chose, mais comme à un niveau de la collectivité territoriale, il y a un élu, l'élu, oui, va mettre en musique ce que l'État a décidé. Après, sur certaines questions, effectivement, il y a une certaine autonomie. Donc, comme disait le frère Babela, quelles sont les compétences où les élus, par exemple, ou l'exécutif de la collectivité territoriale sera autonome? Moi, ce que j'entends par autonomie, c'est, admettons, on va prendre un exemple simple, si on considère que l'éducation, par exemple, ou les programmes scolaires sont une compétence autonome d'une collectivité territoriale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région, par exemple, si c'est au niveau de la région, c'est la région qui décide quel programme scolaire sera dispensé dans les établissements scolaires de sa circonscription. Pour le cas de la cuvette, ça peut être différent du pool ou... bon, voilà. Tout ça, c'est à définir. Mais pour ma part, donc c'est définir ce qui va être du ressort de l'État, ensuite des collectivités, quelle autonomie, donc par rapport à quelles compétences. Donc pour moi, il faut, pour que ça soit suffisamment clair pour nous, définir les compétences, mais vraiment des compétences bien identifiées. Donc pour me résumer, c'est, dans un premier temps, il faut identifier les besoins primaires des Congolais. Une fois qu'on les a identifiés, il faut, pour résoudre ces problèmes, que l'État en soit le garant, c'est-à-dire que c'est à l'État de piloter les politiques qui vont faire que les besoins primaires des Congolais soient assurés. Vous allez rajouter donc comme mission à l'État tout ce qui est régalien, et ensuite le reste, on pourrait éventuellement les transférer aux régions. Maintenant, pour le reste, il y aura un niveau d'autonomie à définir. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Monsieur, madame, Alors, oui, alors merci, merci de m'accorder la parole. Moi, mon intervention va porter sur le fédéralisme et la décentralisation. Certains en ont parlé, hein, le fédéralisme, certains en ont parlé, clairement, des fois en filigrane. Bon, fédéralisme, un Congo fédéral. Bon, ça serait donc en fait un Congo émietté en plusieurs États, doté d'une certaine souveraineté, voire d'une souveraineté certaine. Autant dire tout de suite que je ne suis pas pour cette option-là. Je ne suis pas pour l'option d'un Congo fédéraliste, et pour cause. Moi, je pense que dans le cas du Congo, eh bien, s'il s'engageait dans ce fédéralisme-là, ça serait forcément un fédéralisme par scisparité, hein, un fédéralisme par division, par scission. Et quand on s'engage dans ce genre de fédéralisme,
il y a une espèce de dynamisme qui est généré, en fait. Il est généré une dynamique centrifuge. Hein, ouais, est-ce que cette force qui a tendance à éloigner du centre un objet en rotation, vous voyez, pour les athlètes qui courent le 200 mètres, par exemple, l'une des difficultés, c'est par exemple prendre le virage. Hein, quand ils prennent le virage, ou ceux qui font le relais, eh bien, au virage, il y a une certaine force qui tend à les dégager un peu du centre. Et ils ont aussi à lutter contre cette force-là. Voilà pourquoi souvent il faut vraiment être spécialiste du 200 mètres. Et je pense que pour le cas du Congo, quand on voit déjà les divisions ethnocentriques qui cisaillent notre société, notre pays, je pense que si l'on s'engageait dans ce dynamisme-là, dans le fédéralisme, eh bien, on aura affaire à des entités qui vont de plus en plus s'éloigner, on va de plus en plus être divisé, on se retrouvera dans des conflits de compétences du genre une milice locale s'est formée et est en train de se battre contre l'armée fédérale. On aura ce genre de choses. On risque d'avoir des potentats locaux qui auront un pouvoir tellement grand qu'évidemment, en fait, on va retomber dans les travers que nous voulons guérir. Voilà l'une des raisons qui font que je ne m'inscris pas dans ce fédéralisme-là. Moi, le seul fédéralisme qui me parle, c'est le fédéralisme par association. C'est le cas des États-Unis, c'est-à-dire au départ, il y a des États qui, par la voie des traités ou des conventions, se retrouvent sur une ligne de conduite donnée. Ce fédéralisme est possible, en ce qui nous concerne. Mais à ce moment-là, ça serait l'État du Congo, notre nation en construction, qui va s'agréger avec d'autres États. Dans le cadre régional, par exemple, vous le retrouverez, par exemple, en Afrique centrale, ce fédéralisme-là. Celui-là, je suis d'accord, mais pour le moment, on n'y est pas. Et souvent, quand chez nous parlons de fédéralisme, on voit tout simplement ce fédéralisme par scissiparité, donc auquel je ne souscris pas. En revanche, ce qui me parle, moi, je me projette un Congo qui sera marqué du sceau de la décentralisation. Ça a été beaucoup dit ici, donc un Congo unitaire, mais très très fortement décentralisé. Moi, j'envisage une décentralisation à 3 niveaux. On peut toujours discuter, c'est vrai, on peut discuter. Mais à 3 niveaux, moi je parle, il y aura donc de base, des collectivités locales de base, le district, le département ou la région et la commune. Parce que les communes aussi ont vraiment une très très grande importance, on le verra peut-être pas tout de suite, mais les choses sont appelées à évoluer. Donc, et voilà. Donc l'État eh bien, transférerait des blocs de compétences vers ces collectivités locales, dans des domaines tels que, ça n'a pas été évoqué, dans les domaines tels que l'urbanisme par exemple, l'aide sociale, la santé, l'éducation, mais dans le cadre logistique, la construction des bâtiments par exemple. Bien évidemment, en ce qui concerne les programmes, le changement des programmes, la pédagogie, ainsi de suite, ça relèverait de l'État central. Et puisque, ça a été dit également, puisque les élus auront des grands pouvoirs d'administration et de gestion, il faudra mettre en place aussi un système de contrôle qui soit rigoureux, de telle sorte que eh bien, ceux qui auront les fonds de l'État au niveau des collectivités ne puissent pas tomber dans les travers du genre corruption, du genre trafic d'influence, détournement des fonds publics. Et ça serait par exemple que dans ces collectivités locales, qu'il y ait des chambres régionales ou départementales des comptes qui vont surveiller la gestion de ces collectivités locales, qui sanctionneront quand il le faudra, qui donneront aussi des avis, qui pourront conseiller également les élus qui ne seront pas forcément les gestionnaires au départ. Et il y aurait aussi une instance juridictionnelle. Donc le juge administratif serait là aussi pour vérifier la conformité des actes que ces élus apposeront. Moi je pense que c'est vrai que dans l'idéal, puisque l'on parle d'autonomie des collectivités, l'idéal serait effectivement que ce soit des contrôles a posteriori, mais je pense que vu l'état désastreux de notre pays, je pense que dans un premier temps, je pense qu'on pourrait même partir de contrôle pour certains actes, de contrôle a priori, et puis aller ainsi de suite vers le contrôle a posteriori. Bon voilà, il y aura donc ce contrôle juridictionnel, ces chambres dont je parle aussi, en fait, seront des juridictions composées de juges inamovibles, qui ne pourront pas être dégagés parce que tel élu ne veut pas, ne peut pas accepter la sanction qu'il a écopée. Bien évidemment, en fait, en dernière instance, le vrai juge, en réalité, ça va être une sanction politique. Nous avons dit, puisque ces élus-là seront près des populations,
puisque la population prend leur résolution, en fait, la résolution de leurs problèmes auprès des gens qui seront autour d'eux, ils pourront aller leur demander des comptes facilement, l'élu de CD, par exemple, ne sera pas obligé de passer d'aller à Brazzaville pour demander des comptes sur une situation de sa vie quotidienne. Eh bien, ces populations-là sanctionneront sur le plan politique ces élus. Et là, évidemment, c'est là qu'il faut qu'il y ait une véritable démocratie. Il faut que ceux qui seront là, soient réellement élus, de telle sorte qu'à la fin de leur mandat, qu'ils aient des comptes à rendre. S'ils n'avaient pas bien géré leur cité en miniature, s'ils n'avaient pas bien administré leur population, eh bien, qu'ils soient sanctionnés politiquement. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'organisation. Une société, un État unitaire, mais fortement décentralisé. Évidemment, en transférant pas seulement les compétences, mais bien évidemment associer aussi les moyens qui vont avec. Qu'il y ait aussi, par exemple, un transfert de fiscalité où certaines régions pourront aussi trouver leurs recettes là-dedans. Bien évidemment, il y aura aussi, mais l'État aussi participera parce qu'il y aura toujours des dotations globales, bien évidemment. Et je pense qu'il faudra aussi voir aussi, puisque moi je ne sais pas, mais je suis pour un système de péréquation. Je pense que, bien évidemment, ces entités généreront il faudra les pousser à générer, à créer des conditions qui puissent les pousser à générer des recettes. Mais l'État central aussi devra aussi injecter des fois de fonds, surtout qu'il y aura parfois d'ailleurs des investissements croisés. Vous savez, quand on construit, par exemple, si on construit une route qui relève du réseau national, par exemple, et bien que cette route-là traverse un département, une région donnée, moi je pense qu'il serait aussi normal que cette région ou ce département contribue dans une certaine mesure. Puisque, eh bien, ce sont les habitants de cette région, de ce département, qui utiliseront le plus ces voies-là. Voilà, donc je crois que c'est possible. Vous savez, il ne faut pas que l'on prenne l'unité comme une fatalité. Il ne faut pas que nous donnions raison à ceux qui en fossoyaient cette unité. Parce que, eh bien, aller dans ce sens-là, c'est comme si on se disait, ceux qui ont gouverné le Congo jusque-là ont tout fait pour nous unir, mais en réalité c'est une impossibilité. De guerre-là, c'est bien, tant qu'à faire, divisons-nous. Je ne pense pas que ça soit dans ce sens-là. C'est très très difficile, c'est vrai. L'unité est difficile, surtout par les temps qui courent. Mais je crois que c'est un défi qui vaille la peine d'être lancé et de surmonter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci, bonjour à tous. Désolé pour le retard. Je suis l'astreinte, alors c'est pas évident. Bon, mais là, Prosper, tu viens un peu de m'arracher le pain à la bouche. Désolé. Parce que, vraiment, effectivement, sur la nature de nos débats aujourd'hui, Prosper a très bien décrit, ce que moi je pense que l'on pourrait faire au pays. Bon, au risque de reprendre tout ce que tu as dit, je vais quand même appesantir sur un certain nombre de faits. Je pense qu'effectivement, je me détermine, moi je ne tergiverse pas. Je pense qu'un État unitaire serait bien pour le Congo, voilà, pour effectivement essayer d'éviter un émiettement, un peu pour les raisons évoquées par Prosper. Si jamais on faisait un choix d'un État fédéral. Donc, comme le disait le professeur Bakonda-Pélé, les problèmes qu'on a aujourd'hui seront multipliés par le nombre d'États qu'on créera, voilà, et de manière exponentielle. Je pense qu'il faut qu'on apprenne déjà à gérer un État unitaire avant de penser à vouloir créer des micro-États. Et par contre, je suis effectivement défenseur d'une décentralisation bien aboutie. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter, puisque depuis les indépendances, nous avons un État qui est jacobin et donc qui est très centralisé. Et donc pour nous, même si dans les textes qui ont suivi l'indépendance, on a émis un peu cette notion de décentralisation, mais je pense que dans les faits et dans la mise en œuvre, la décentralisation n'y était pas où elle était à faible dose. Donc le devoir qui nous est donné aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est de penser une forme de décentralisation, tout en sachant qu'effectivement, cette forme de décentralisation, elle va induire des pratiques nouvelles. Il y aura une rupture avec le passé, étant donné ce centralisme. Et le devoir qui nous réunit aujourd'hui, c'est de penser cette forme de décentralisation. Je ne vais pas m'appesantir sur les différentes compétences. C'est vrai que dans les principes généraux de la décentralisation, il y a ce qu'on pourrait appeler une dévolution, c'est-à-dire un transfert des missions qui initialement étaient prévues à l'État, donc
ce transfert se fera vers les collectivités existantes. Mais ce transfert ne se fait pas, ne se décrète pas. On peut le mettre dans la Constitution, c'est très bien, mais ça ne se décrète pas puisqu'il faut inclure des pratiques nouvelles et, comme je le dis, une nouvelle gestion publique. Nous, Congolais, je pense qu'on n'est pas encore prêts à mettre en œuvre cette nouvelle pratique de la gestion publique. Donc je pense que nos débats devaient plutôt se diriger sur comment doit-on mettre en œuvre cette décentralisation en se déterminant sur le type de compétences que les collectivités territoriales pourraient exercer. Une fois qu'on aura défini cela, et à travers toutes les interventions qu'il y a eu, bon après je n'étais pas arrivé quand le doyen Babakana a parlé, mais je pense qu'il y a une notion centrale qui est celle de la fiscalité locale qui doit être débattue. Parce qu'on peut bien transférer des missions à des collectivités territoriales, mais si on ne modifie pas la fiscalité, c'est-à-dire si on ne dit pas qui doit lever l'impôt et à quel degré, je pense que le problème restera entier. Et dans les démocraties ou dans les pays qui ont exercé cette décentralisation bien avant nous, je peux vous assurer que ce problème reste encore un peu entier. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit certains maires réagir à cette décentralisation où l'État ne cesse de transférer les compétences, mais sans pour autant faire suivre les moyens, d'autant plus que même ici, l'État reste le seul acteur qui lève l'impôt. Donc moi je pense qu'on doit se déterminer sur ça. D'autant plus que l'on sait que nos régions, elles n'ont pas les mêmes richesses. Alors, donc la richesse, elle sera locale, elle sera nationale. Donc je pense qu'il y a un grand débat sur la fiscalité locale qu'il faudra entrouvrir à travers les choix qu'on fera à l'issue de ce débat. Effectivement, puisqu'on parle de compétences, cette notion de compétence va induire le périmètre de l'autonomie. Parce que quand on confère une compétence à une entité publique, on lui donne un certain degré d'autonomie. Donc, jusqu'où iront les collectivités locales dans leur autonomie? À nous de d'écrire ou de décrire les contours de cette autonomie pour savoir qui doit faire quoi. Et même là, je pense que le problème reste encore entier. Je ne vais pas m'étendre, je pense qu'il y aura un travail de fond qui va être fait dans les groupes de travail, puisque c'est ce que prévoit le programme qui a été mis. Mais voilà, moi jusque-là, je pense qu'il faut qu'on s'appesantisse sur deux notions et que nous devons aller jusqu'au bout de nos connaissances, la fiscalité locale, donc le financement, et puis le contour de l'autonomie qu'on voudrait donner aux collectivités territoriales. Je pense que c'est là l'enjeu de ce qu'on voudrait à ce que le Congo soit. Après, effectivement, pourrait suivre des réformes territoriales, tout ça, ça se discute, mais ces deux notions clés, je pense qu'elles doivent être résolues à l'issue des échanges que nous aurons. Voilà. Merci bien pour cette intervention. Alors, merci pour m'accorder la parole. Enfin, moi, je n'irai pas dans les détails comme tous les frères l'ont fait ici. Je n'irai pas dans les détails. Tout simplement pour vous dire ceci, que le bilan alarmiste et alarmant qu'on peut faire sur le fonctionnement du Congo nous renvoie à trois observations principales. Alors, la première observation, c'est que quand je regarde partout en Afrique et partout dans le monde, certes, le Congo ne fonctionne pas comme il faut, mais il y a quand même des pays africains qui fonctionnent vraiment. Pour ne pas citer l'Éthiopie ou le Botswana. Et deuxième observation, si ces pays-là fonctionnent comme il faut, ça ne relève pas d'un coup de baguette magique. Ça vient sûrement de la volonté, de la compétence des dirigeants. Et ce qui me donne donc à faire la troisième observation, qui est la suivante,
est-ce qu'il ne serait pas bon d'aller voir comment ces pays fonctionnent? Sans entrer dans les détails de fédéralisme, État unitaire, confédéral, tout ce qu'on veut, moi j'aurais souhaité, et je veux même, hein, c'est encore un cri du cœur, je veux qu'on ait un système, quel qu'il soit, qui puisse mettre en place une équipe d'hommes et de femmes qui dirigent ce pays, afin qu'on ait des résultats que moi j'ai connus dans ma jeunesse. Hein, je fais mon âge, on va dire quel âge j'ai. Moi, dans ma jeunesse, quel est ce Congo-là qu'on avait? On avait un Congo où on pouvait dire mon Congo na monga là, bali à Sani Moko. Parce que nous, en fait, pas de mon temps, on ne connaissait que ces deux groupes-là. Congo na Bangala. Moi, je n'ai jamais su qu'il y avait des Pembe, qu'il y avait des Koyo, qu'il y avait des Bangaboulou. Pour nous, Mongala na Mokongo. Alors qu'on arrive à ce pays-là. Et en même temps, chaque soir, on assistait à ce qu'on appelait le tribunal populaire. Épingler qui? L'homme qui s'était trompé de poche ou de caisse. Ça n'existe plus. Et, avec une floraison d'activités culturelles dans le pays, un Congo où l'école est gratuite, était gratuite, les soins médicaux étaient donnés à tous, sans équivoque, et, s'il vous plaît, prendre 3 repas par jour. Ça, il paraît que ça se fait plus au Congo. Donc, je souhaiterais que le système qu'on va choisir, quel qu'il soit, hein, qu'il arrive à mettre en place une équipe de femmes et d'hommes qui puissent diriger vraiment comme on l'a connu. Voilà. Voilà mon cri du cœur. Je ne vais pas inventer une chose nouvelle, donc je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Bazela, ce qu'a dit M. Mwanda Mousseki, à travers l'État, un État unitaire, avec des régions qui disposent d'une certaine autonomie. Donc pour moi, l'essentiel n'est peut-être pas là. Donc je rejoindrai peut-être M. Mialukou tout à l'heure en disant il y a des problèmes à la base. C'est-à-dire que logiquement, tout ce travail doit être guidé par des principes, par des points cardinaux. Donc, quelle société, comme disait Serge tout à l'heure, quelle société souhaitons-nous construire et vers quoi on va? Et cela nous donnera une trajectoire de ce que l'on veut faire. Donc, moi, je veux une société pour les Congolais. Ce que disaient beaucoup de participants ici. Je veux une société où une certaine conscience qui se développe des autres. Vous vivez, mais il y a les autres aussi qui doivent vivre. Vous vivez, il y a les autres aussi qui doivent venir. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion verticale, il y a une réflexion horizontale. C'est-à-dire que nous sommes dans une chaîne et nos institutions doivent transpirer cela. Je veux une société de responsabilité, je veux une société de compétences et je veux une société de travail. Par quoi cela se traduit? C'est-à-dire nous avons à négocier ensemble un modèle sociétal acceptable. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme où, généralement, on est plus ou moins d'accord que chacun doit avoir les moyens pour vivre. Généralement, quand je travaille, il n'y avait pas de projection de toutes les façons. Quand je travaille sur le Congo, je travaille en termes de société. C'est-à-dire que je travaille en termes d'acteurs, les différents acteurs. On a les populations, on a le gouvernement, on a les sociétés, les gens de la société civile, on a les forces armées, on a la justice, on a les institutions internationales. On ne peut pas, c'est-à-dire que séparer nos problèmes de cette vision-là, déjà des acteurs. Il faut que l'acteur, aujourd'hui, qui est par exemple minoré, marginalisé, qui est la population, retrouve une certaine place dans ce jeu-là. Comment on fait? Donc c'est une réflexion là, et je souhaite, moi, dans les discussions, dans les échanges que nous avons, qu'il y ait une équipe de gens qui travaillent spécifiquement sur comment on fait pour que les Congolais
redevient l'élément central de la vie quotidienne. Comment on fait pour que les droits des Congolais soient respectés? Pas seulement en termes de on a créé une institution, on a créé des droits, mais comment on le met en place. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je travaille. Je travaille également sur les ressources. Aujourd'hui, quand on voit les ressources, l'autre fois, il y avait Alexis qui me donnait par exemple les répartitions des ressources. Vous avez la présidence de la République, par exemple, elle fait 20% du budget national. Vous avez, quand on va aller dans le détail, 70% des ressources nationales qui ne rentrent pas dans le cycle productif. C'est-à-dire qui ne vont pas financer nos besoins. C'est un problème important. Nous avons certes le problème Sassou Nguesso, avec les accords qu'il y a ailleurs, mais il y a aussi un problème fondamental où on doit être capable de se dire que la vie ne peut se produire que si on a les moyens. Et ces moyens-là doivent être sur la table. Et nous devons avoir des gens qui nous disent aujourd'hui, on a par exemple le trésor public, ce n'est, comment dirais-je, tout le monde sait que les rapports qui sont faits sur les trésors publics sont bidons. On ne sait pas ce qu'il y a dans le trésor, on ne sait pas qu'est-ce qui va à l'éducation, à la santé, il n'y a que M. Sassou Nguesso et son trésorier qui savent. Donc nous avons tout un pan de la société qui, depuis des années et des années, n'est pas financé. C'est-à-dire que c'est une surprise pour personne que l'école ne fonctionne pas. Enfin, peut-être pour ceux qui, de temps en temps, se réveillent un matin, ah, il n'y a plus d'école ici. Mais pour des gens qui étudient les problèmes du Congo, qui les regardent dans le fond, on sait que la santé, c'est une catastrophe, ça va se casser la gueule, parce que de toute façon, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement à long terme. L'école, c'est pareil. Vous prenez la sécurité, il n'y a aucune sécurité des investissements. Tôt ou tard, les investisseurs vont s'en aller. Même les Congolais fortunés, au bout d'un moment, ils vont prendre leur argent, ils vont aller dans un autre pays. Parce qu'il n'y a pas de sécurité des investissements, il n'y a pas de justice. N'importe qui peut se lever un matin et vous prendre le bien que vous avez construit. Donc, les ressources. Et en fait, si on revient sur le point central que je voudrais dire, c'est que dans chaque société, et de tout temps, il y a des points fondamentaux qui font la vie. C'est-à-dire que les fondamentaux de la vie, des points qu'il faut défendre. Et je me réfère souvent à une pensée de Martin Luther King, enfin j'aime bien ce personnage, qui disait que ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent le bien, doivent se défendre de la même manière, avec la même férocité que ceux qui veulent la guerre. C'est-à-dire que si on le remet dans le cadre du Congo, il faut que nous, qui voulons que notre pays se développe, que nous voulons du bien à nos populations et que nous nous organisons pour que la vie, les éléments fondamentaux de la vie, soient défendus. Hein? Donc, alors, c'est quoi ces éléments fondamentaux? Enfin, je ne dis pas que le sport, enfin, je vais pas aller très loin. Le sport n'a pas d'importance, mais quand on regarde les éléments fondamentaux, j'ai 6 piliers, qui sont la sécurité, la justice, l'activité économique, la solidarité et la continuité avec le renouvellement de l'État. Dans la continuité, vous avez tout ce qui fait la vie avec l'eau, l'électricité. Donc, il nous faudrait que nous soyons conscients de notre organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune institution nationale qui défende ces points-là. C'est-à-dire que des choses qu'on a mis en place pour dire que la sécurité est fondamentale. Nous avons bien sûr un fonctionnement que nous, et c'est ça le problème sur lequel nous discutons, la place de l'État, la place des régents. Nous discutons ici généralement en termes de qui doit faire quoi. C'est-à-dire que nous oublions le but même de ce que nous devons défendre. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on puisse être capable d'identifier ces points-là qui font la vie, qui sont la source de la vie, et que dans les institutions qui viennent, qu'on soit en mesure de dire, par exemple, la sécurité, c'est un point fondamental,
Mais comment on fait pour créer un Conseil de sécurité nationale, par exemple, qui défende ce point-là contre le Premier ministre qui a peut-être la gestion du pouvoir, contre un tel qui vient de... Comment on fait pour que cette question de sécurité devienne une question de tout le monde et qu'on puisse s'en approprier? On parle de la justice. Aujourd'hui, on sait, par exemple, aujourd'hui, c'est la justice, elle est soumise. Elle est soumise à l'autorité politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'organisation que nous avons de notre société fait qu'on a une espèce de pyramide où nous avons mis en place une personne qui commande tout et qui est capable de faire la vie de tout un chacun. Dans les institutions qui vont venir, nous devons veiller à ce qu'il y ait cette séparation d'autorité. C'est-à-dire que celui qui décide, par exemple, le chef du gouvernement, celui qui a les manettes de la gestion du pays, il ne peut pas être au niveau le plus haut. C'est-à-dire qu'il va être à un niveau où on mettra une structure au-dessus pour faire que, comme un peu en 91, on le ramène dans une situation qui est par exemple celle de Milongo. Et on mettra en place les autres unités de la vie, justice et autres, de façon à avoir des responsables qui aient aussi une hauteur qui soit celle de l'équivalent du Premier ministre, de façon à faire que personne ne se sente omniscient. Donc, il y a ces faits-là qui doivent être construits dans le système que nous construisons. Nous parlons de l'autonomie, certes, nous parlons de l'État, mais il y a des briques auxquelles nous devons réfléchir. Quand M. Milongo est arrivé au pouvoir, il n'a inventé aucune institution nouvelle. Il s'est mis au pouvoir, il a activé ce qui devait être activé dans le sens des organes qui doivent fonctionner, de la séparation des comptes, qui doit faire... Et ce travail-là doit être fait en parallèle avec les institutions que nous voulons créer, que nous voulons initier, ainsi de suite. Donc voilà, j'en ai terminé en disant que ce qui me guide, enfin, ou qui me fait participer dans ce travail, c'est quelles sont les préoccupations à régler demain, quelles sont nos préoccupations de notre société, et par rapport à ça, je me mets des briques. Je ne réfléchis pas nécessairement en termes de regroupement de régents, ça va peut-être se faire. Donc on a dit une république avec un État décentralisé, et l'organisation de ces régions-là se fera dans la construction, dans l'entente, dans la négociation qui pourrait se mettre en place. Mais ce qu'il ne faut pas surtout oublier de fondamental, c'est de remettre en place les briques qui permettent cette séparation d'autorité, qui permettent de faire que, on soit dans une république de responsabilité. Vous êtes responsable, vous avez un contre-pouvoir, vous avez une durée de mandat, et vous avez un compte à rendre à une institution donnée. Donc voilà. Si on rétablit déjà ça, il y a un certain nombre de choses que, naturellement, on pourra régler. Donc le reste du travail, je vais le verser à la commission. Wilfried, merci pour ton intervention. Ça rejoint un peu ce que le vieux Babakana finalement disait. J'aimerais dire quelque chose, si vous permettez. Merci. Les amis, moi j'ai 70 ans. J'ai travaillé longtemps. Là, c'est le frère du fond qui a dit une chose importante, là, qui est allé droit, qui a dit que vous ici, nous qui sommes en France ici, nous sommes dans les conditions de pouvoir mener effectivement une réflexion par rapport aux compatriotes qui sont au pays. J'aimerais vraiment qu'on fasse preuve de pragmatisme, de réalisme, parce que là où nous sommes là, nous avons pour nos enfants, nos petits-enfants et l'avenir de notre pays, il y a l'épée de Damoclès qui est vraiment là. Le pays est en faillite. Ça peut mourir du jour au lendemain, ce n'est qu'un homme là. Supposons que ça se meurt demain, là. On fait comment là?
Parce qu'il y a des problèmes. Mais regardez dans les réseaux sociaux l'état de la ville de Brazzaville. Il y a un frère qui a parlé tout à l'heure de l'urbanisme. Je voulais également te dire, cher frère, que bon, moi j'ai été à l'urbanisme longtemps. Hein, j'ai été directeur de cabinet de Bima et puis j'étais directeur de Sonaco et autres. L'urbanisme, il y a un travail important qui a été fait depuis longtemps. Nous avons les plans directeurs de toutes les villes du Congo. Nous avons le plan directeur de la ville, Brazzaville, de Pointe-Noire, de Bolivie, de toutes les grandes villes. C'est-à-dire, si on travaillait normalement, rationnellement, on n'aurait pas les problèmes des éboulements, de tout ce qui se passe là. Là, c'est une pagaille, bon, c'est comme ça. Et j'ai aimé également ce que le frère Robert a dit. Il a dit peut-être avec ses mots, mais prenons conscience que quand même, il ne peut pas, là on parle d'État, pourquoi on parle des États, comment vous appelez, unitaires ou machin et tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol aussi, à un moment donné. Les minorités ne peuvent pas piétiner les majorités tout le temps. Il faut changer ce système-là. Il faut le dire franchement. Ça ne peut pas durer comme ça. Parce que si nous formons une assemblée, une véritable assemblée constitutive, elle doit refléter dans un système, par exemple, unitaire, parce que c'est ce qui se dégage plus, parce que le pays est petit. On ne va pas quand même le morceler, il est tout petit déjà. On ne va pas le morceler, il est là. Mais comment le gérer rationnellement? Mais on ne veut pas laisser que les minorités qui piétinent les majorités, parce que c'est ce qui se passe. Lui, Robert l'a dit, on a crié, j'ai dit, mais il a raison. Ça ne peut pas durer éternellement, cette affaire-là. Il faudrait que nous ayons une assemblée représentative où les majorités vont reprendre la main, ce qui est normal. On ne peut pas rester dans une situation où ce sont les minorités qui écrasent en permanence, qui font toutes les conneries, parce que là, non, vaut mieux peut-être, si s'en va demain, là, mais ça va être terrible, hein, ça va être plus terrible qu'on le pense, parce que ça va être la panique, le sauve-qui-feu. Comment vous allez faire? Vous voyez toutes ces routes qui sont cassées, tous ces quartiers qui sont abîmés, il y a plus, on ne sait même plus, on a même, vraiment quand vous regardez ça dans les réseaux sociaux, mais c'est abominable ce qui se passe là. Ce qui se passe là est abominable. La situation est grave. Et ce que nous faisons ici, ce que vous faites ici, c'est des choses très... Vous êtes plus jeune, vous allez rester plus longtemps. C'est très important. C'est très très important. Franchement, c'est très important parce que Benjamin vient de le dire. Ce qu'on a loupé à la conférence nationale, c'est quoi? C'est que les gens ont vu que le changement était nécessaire, indispensable, mais ils n'avaient pas réfléchi. Il n'y avait pas d'argument. Il n'y avait rien à faire. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris les règles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des véritables problèmes de gestion au Congo. Moi, j'ai été dans le système, j'y ai travaillé, je ne sais pas, 30 ans, quoi. Mais c'est gravissime ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Quand il y a des cadres compétents, moi j'en ai rencontré sur mon chemin. Je vois les Batumoni qui étaient directeurs des finances, mais c'est un directeur des finances, quoi. Quand vous faites un travail, mais le travail, il y a des résultats. Quand on n'est pas capable de gérer c'est un CHU, mais pourquoi on ne peut pas gérer le CHU? Vous prenez Ngakala, vous mettez là-bas, disant Ngakala ne peut pas gérer un CHU. Mais malheureusement, c'est ça. La réalité, c'est ça. Il faudrait qu'on marche sur des choses réelles. Savoir une chose, c'est que la réflexion qu'on est en train d'emmener ici, elle est très importante. Tout ce qui se dit là est très utile. Moi, j'ai écouté tout le monde attentivement. Tout ce que vous dites là, c'est très important, c'est très utile. Mais demain, vous aurez des responsabilités à assumer, et pas des moindres. Et pas des moindres. Mais ça ne saurait tarder parce que là, on est vraiment sur un fil tendu, là. On est sur un fil tendu. Donc, moi, je voudrais dire que vous prenez les choses vraiment avec beaucoup de hauteur, beaucoup de réflexion, essayez de voir, parce que dès que ça va lâcher, il faut être sur le terrain. On aura besoin de vous, hein. On aura besoin de vous. Et il faut être sur le terrain, il faut faire quelque chose. Parce que comment on peut penser? Mais c'est inimaginable. Les gens, près de 12 mois, ils n'ont pas de salaire. Et sinon, on est là, non. C'est comme ça, mais ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Mais dans ce pays-là, moi je me rappelle, quand j'étais directeur général à Sonaco, lorsque je payais les travailleurs, on a appelé le ministre, les machins, il m'appelle, me dit, Monsieur Babakana, vous ne payez pas avant l'État. Je dis, mais comment? Les gens travaillent le lendemain. Il dit, non, vous ne payez pas. Mais je dis, comment? Pourtant, moi, bon, ben, c'était simple ce que j'avais fait. Pungi était directeur à la BCC, je crois, à l'époque et tout. Je l'ai vu, j'ai dit, bon, ben, écoute, grand frère, moi, je te fais des nantissements, des marchés et tout, parce que je veux payer les travailleurs tous les mois. L'argent va rentrer, voilà les marchés, je fais des nantissements et tout. Dès que l'argent rentre, tous les mois, je paye mes travailleurs. Et on m'en a empêché. On m'en a empêché, on m'a dit, tu ne fais pas ça. Et moi, je dis, je fais. Et lorsqu'on m'a dit, tu ne peux pas faire ça, je démissionne. Je suis parti. C'était comme ça, je démissionne. Et ça se passe comme ça. Mais là, la situation est grave. Nos enfants sont en train de mourir. Les petits-enfants ont des sérieux problèmes. À Brazzaville, au Congo, il y a des sérieux problèmes. Donc, vraiment, la réflexion, il faudrait qu'on s'implique totalement. Prenez le soin d'écouter tout le monde, c'est important. Tout ce qui se dit ici est très important. Ce n'est pas normal. Parce que quand j'ai dit, le frère a réagi, oui, les partis politiques, moi, on m'a dit une chose. J'étais à l'époque directeur de cabinet au ministre de l'Urbanisme. On m'a dit une chose. Un matin, je me réveille et un responsable d'un parti politique qui était très important, il me dit, il me voit, il dit à ces ministres-là, virez-moi tous vos parents qui sont au cabinet, là, les ninjas, là. On parlait des Larry en ce moment-là. Mais c'est authentique, hein, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui restent, vous n'arrivez pas à les avaler. Jusque-là, je n'ai jamais pu avaler ça. On est en train de construire un pays et tout. Et on me dit, non, virez-moi tout ce monde-là. Et tout le monde a été viré. Voilà les partis politiques. Récompenser les gens qui ont travaillé avec vous. C'est mauvais ce système-là. On peut avoir de l'imagination, on peut inventer des choses, mais il faut changer de système. Et ayant la capacité d'assumer, parce que la matière grise, quand on vous entend les jeunes là, mais vous êtes des savants, vous connaissez beaucoup de choses là, mais on peut y aller. Si on associe vraiment cette jeunesse, cette ingéniosité avec la sagesse et autres, on peut s'en sortir. Mais il faut vraiment le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement aller sur des trucs théoriques et tout. Bon, on parle bien, non. Il y a une réalité là. Ce type-là, ça va bientôt arriver là. Comment on fait? Ça sera la panique générale. Ça sera la panique. Il faudrait qu'il y ait des gens forts. Gouverner, c'est pas facile. C'est vraiment très difficile, hein, gouverner. Merci, donc, Babakana. Non, il y a un problème sur lequel je voudrais revenir parce qu'il m'a un peu choqué. Et ce n'est pas la première fois que les gens posent le problème. Le fameux problème de mettre la charrue avant les bœufs, à quoi va servir ce que nous sommes en train de faire. Surtout, ça ne servira pas parce que j'ai eu le coup de téléphone là-dessus à renforcer le pouvoir par rapport à quoi que ce soit. À l'heure actuelle, par rapport à notre pays qui est en train de souffrir, il y a 3 propositions. Tout le monde le sait. Il y a le problème du dialogue. Nous savons très bien que le dialogue ne donnera rien. Il y a le problème des élections. On a déjà essayé, ça ne donnera rien. Nous sommes en train de mettre une 3e proposition que nous appelons le plan B. Mais ce plan B ne peut marcher qu'avec le plan A. Quand je veux construire une maison, quand il y a une maison qui existe, je détruis la première. Mais en détruisant la première, il faut que je me dise déjà quelle est la nouvelle maison que je vais construire. Peut-être que je ne vais pas être obligé de détruire tous les murs. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant ne peut marcher qu'à partir du moment où le régime de Sassou ne sera pas là. C'est pas la peine ici qu'on se mette à parler de la meilleure manière de faire partir Sassou. C'est pas dans ce genre de discussion qu'on peut arriver à le sortir. Chacun le sait, chacun travaille dans les groupes. Ce que nous sommes en train de faire, c'est nous sommes en train de refaire pratiquement ce que nous avons raté lors de la conférence nationale. Nous sommes allés à la conférence nationale sans savoir véritablement qu'est-ce que nous allions faire à la fin de la conférence. D'ailleurs, le problème s'est posé pendant la conférence. Quand il a été question d'aller beaucoup plus loin, on n'avait pas réfléchi à ça. Donc, première chose, nous sommes en train de travailler
pour faire tomber Sassou et pour continuer, que nous ayons déjà une idée claire de ce que nous allons faire après. Donc le plan A et le plan B sont indivisibles. Donc on ne vient pas nous dire encore que nous sommes en train de mettre la charrue avant les bœufs. Ce que nous sommes en train de faire comme travail, nous le mettrons à la disposition de tous les groupes pour que ce soit beaucoup plus clair, pour que demain, quand ils vont faire tomber Sassou, ils ont déjà une idée de ce que nous allons pouvoir faire après. Le problème, c'est celui-là. Et d'ailleurs, j'ai eu des réponses de Brazzaville qui disent effectivement qu'ils sont très intéressés par ce que nous sommes en train de faire. Donc ça ne tombe pas comme ça dans l'eau. Donc les gens se disent de toute façon, à la fin, quand on arrivera à la fin de tout le travail que nous sommes en train de faire, le problème se posera. Le problème se posera. Qu'est-ce que nous faisons? Et tous ensemble, on prendra la décision de savoir qu'est-ce que nous faisons avec. Pour clôturer en fait cette partie de discussion, on va retenir donc ce qui s'est dit en dernier, qui venait de nous être enseigné en dernier sur l'homme. L'homme, effectivement, c'est une grande trame qui doit se discuter dans les groupes de travail, parce que les thématiques que nous faisons, après il faut des groupes de travail qui poussent plus loin l'ensemble des sujets que nous évoquons, et les groupes de travail permettent d'approfondir les principaux axes de réflexion, et dans la dernière table ronde, nous avons eu une contribution synthèse qui mériterait d'être redéveloppée dans les travaux du groupe de travail. Le professeur Bakouda Pelé avait parlé des pathologies, 5 pathologies dans le rapport au pouvoir et dans la nature du pouvoir, dans le rapport entre l'homme et le pouvoir, l'homme et ses congénères, ses citoyens. Je crois que c'est très juste ce que tu dis, mais ça doit faire partie de ce qu'il faut éclairer suffisamment pour savoir comment répondre à la question de l'homme. Et il avait évoqué des pathologies. Et parmi les pathologies, par exemple, il y en a une qui était surprenante, où il disait « Les hommes politiques congolais vont à l'élection en ayant déjà dans leur tête formaté l'idée qu'ils ne peuvent pas perdre une élection. Si on a ça déjà dans sa tête, aucune élection ne sera bonne. » Bon, il a développé pas mal de choses qui étaient utiles dans le sens de l'homme, le comportement, Madame Niali également. Hein, Madame Niali a beaucoup insisté sur l'homme. Donc je te remercie pour cette contribution qui vient rappeler ici qu'on est dans la suite logique de la réflexion et que le groupe de travail qui va se saisir de tout ce problème-là doit y réfléchir abondamment. Alors pour l'essentiel, les échanges de ce jour peuvent se résumer à au moins 2 préoccupations majeures. La première, c'est que l'organisation administrative est avant tout et a pour simple finalité de répondre à l'intérêt général, à la satisfaction des besoins des citoyens dans leur ensemble. Quelle que soit l'organisation administrative, la principale préoccupation partagée, c'est que ça doit répondre, ça doit satisfaire les besoins des citoyens dans leur ensemble. Et parce qu'il en est ainsi, l'ensemble des intervenants développe l'idée que l'État doit abandonner certains de ses pouvoirs à des collectivités locales gérées par des élus véritablement représentatifs locaux. Et cette idée renferme toute forme de rapport entre l'État et les collectivités. Ça part de toutes les 3 hypothèses de travail qu'on a discutées tous ici. Et même s'il y a des esquisses d'idées entre le régionalisme, le fédéralisme et la décentralisation, mais on dit, quel que soit ce que vous voulez faire, l'État doit abandonner une partie de ses pouvoirs aux collectivités locales, lesquelles collectivités locales doivent pouvoir s'administrer librement sur la base notamment de compétences et de ressources bien identifiées. Ça, c'est en termes de la thématique globale, on peut penser que l'orientation générale va vers ça. Mais de façon avec des sous-thématiques particulières,
il y a des idées qui ressortent, hein. Il y a des idées, des bonnes idées qui ressortent, enfin des grandes idées qui restent à discuter. Ces idées tournent d'abord autour des constats de défaillance du système actuel. Les défaillances du système actuel semblent avoir des racines historiques. Donc, les défaillances du système ont des racines historiques, lesquelles racines historiques trouvent leur point d'ancrage dans la colonisation, parfois dans l'héritage du passé, mais également dans le développement, les malfaçons du système développé après les indépendances, qui ont abouti à un centralisme d'État, mais qui a été lui-même nourri par des manipulations politiciennes. Il y en a d'autres qui parlent de malformations géoethniques qui ont déformé ce qu'on a hérité de la colonisation. Donc, comme on dit souvent à l'exemple du jean délavé, plus les années sont passées, plus ça s'est délavé. Et aujourd'hui, on a complètement un jean déchiqueté. Donc, le pays, l'organisation administrative du pays ne ressemble plus à rien. Ces grandes idées, ce grand constat-là, commande des remarques que je trouve assez intéressantes. Par exemple, que l'idée que l'ethnocentrisme, finalement, n'est que la température, ne désigne que la température, mais que ce n'est pas la maladie. Et que la maladie, alors, se trouve ailleurs. La maladie, c'est d'abord la capacité d'implication directe de la base, du pouvoir, des populations à la base, au pouvoir qui est censé les gérer. Ça pose le problème de la maladie, c'est comment on est des représentants. Les représentants qui sont élus, sont-ils véritablement représentatifs de leur terroir? Ont-ils la capacité et la maîtrise du développement local? Les réponses sont tous non, parce que l'État régente tout. L'État n'a pas cédé le pouvoir. Il y a beaucoup de problèmes nouveaux qui sont là, qu'il faut identifier. La question des ressources, notamment du financement. Les grandes questions qui sont posées, que le doyen Babakana résume très bien en disant que le problème est politique. Par là, il veut dire que les contentieux du Congo, quelle que soit la forme institutionnelle qu'ils prennent, doivent d'abord arbitrer ce qu'on appelait tout à l'heure le conflit qui est finalement le suprémacisme géoethnique qui est là. Cette question du suprémacisme géoethnique, on peut penser que si on prolongeait la discussion, on allait arriver sur les voies et moyens, comment gérer ce suprémacisme de l'État ethnique. Donc il y a une ethnie qui domine les autres, où il y a des discriminations ethniques selon les pouvoirs. Ça s'appelle l'administration publique générale qu'il faut gérer, les questions de recrutement de l'État, les questions de répartition des compétences. Alors les questions qui paraissent aussi essentielles, c'est que pour combattre cela, il faut redonner des compétences claires au niveau de la base, les délimiter clairement. Mais il faut aussi fixer leur articulation avec l'État central. Quelle que soit la forme de l'État, il faut les articuler mieux pour que l'autonomie soit réelle. Parce que la question, c'est l'autonomie. Est-ce qu'elle sera réelle? Vous avez également les idées émises sur le pouvoir à la base. C'est clair que, je ne sais pas si tout le monde partage, mais je crois que le groupe de travail qui devrait discuter de tout ça doit réfléchir à la proposition de structuration district, département, commune. Ça n'a pas été tranché parce que tout le monde parle de district, département, commune. On n'a pas tranché la question est-ce que ces régions, est-ce que ça se reconfigure, même s'il y a eu des recommandations de reconfiguration des territoires, notamment la mairie qui est jugée être le cœur pour les communes, tout au moins le cœur de l'action. Alors, on va dire que pour les grandes lignes, donc la voie prépondérante semble aller vers une décentralisation totale, c'est ce qui semble se dégager de tout. Décentralisation aussi bien en termes de compétences des activités, mais décentralisation aussi en termes de pouvoir politique. Donc que les organes délibérants aient la capacité de délibérer, que l'État renforce son rôle de contrôle, soit a posteriori, soit a priori, et ça pose ici le problème des organes de contrôle qui doivent limiter le pouvoir à chaque échelle, à chaque niveau, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a des propositions qui ressortent qui disent qu'il faut essayer de diminuer les échelles de commandement, ne pas avoir
des pouvoirs, une pléthore de pouvoirs, parce que le contrôle, ça rendra possible le contrôle et la maîtrise de l'ensemble des situations. Voilà en résumé ce que je pouvais dire de l'économie de cette discussion. Qu'est-ce qui resterait à faire alors par rapport à ce qu'on vient de dire? Je pense que le débat se situe sur la nature. Il faut répondre à des questions précises. Un, comment faire pour que les populations se sentent dignement représentées? Deux, comment faire pour que chacun de nos territoires du Congo se sente réellement investi de la capacité de conduire son destin dans le cadre du destin global, national? Comment on fait pour que les potentialités soient mieux prises en compte, et notamment qu'il y ait une solidarité, ce qu'il appelait la péréquation, qui permet de faire des clés de redistribution, enfin clés de répartition de la richesse nationale. Voilà ce qu'on peut dire, mais le travail reste ouvert. Je crois que le débat doit se poursuivre pour peaufiner tout cela. L'objectif de ce débat, effectivement, je suis d'accord avec, ce n'est pas d'épuiser le sujet en tant que tel, parce que le groupe de ce que nous faisons aujourd'hui doit créer une matière à soumettre au débat national éventuellement, c'est-à-dire qu'à faire en sorte que nos débats-là puissent traverser cette salle, aller plus loin, toucher nos amis du Congo, pour qu'eux aussi rentrent dans la danse, que le moment est venu de réfléchir à ce que nous devons être demain. Il y a des pistes de travail, probablement qui peuvent enrichir, et c'est très important de revenir sur les compétences, parce qu'il semble bien que quelqu'un a eu à développer la question de l'éducation, de la santé, de l'alimentation, des infrastructures de base, en fait. Il faut vraiment que ça soit bien compris qu'il y a un problème de responsabilité. Il y en a qui parlaient de responsabilité. Que plus on identifie bien qui a la charge de régler ces problèmes-là, plus la responsabilité sera bien claire. Celui qui est au niveau local, les populations doivent savoir que c'est lui qui est à la charge d'eux. S'il ne le fait pas, qu'on n'aille pas chercher le diable ailleurs, c'est dans sa localité que le fils, si c'est le fils du point qui est là, c'est parce que lui n'a pas su faire que le pays. Alors, ça apparaît comme des antidotes à l'aspect tribalisme généralisé. Il y a la question de la liberté et de la justice qui est pendante, qui doit être au cœur de toute politique, tel que je l'ai entendu, et qu'il y a des problèmes ces problèmes de liberté et justice, qui est la garantie de la décentralisation, c'est-à-dire que ça ne peut réussir que s'il y a la liberté et la justice, mais également, ça pose la question, à verser dans le cadre du groupe de travail sur la justice transitionnelle, la question de l'armée. Faut-il aller jusqu'à ce que les services publics de type l'armée et la justice soient colorés localement, ou il faut garder une armée nationale, mais comment articuler avec la vocation sécuritaire au niveau national? C'est pareil pour le trésor public. Là, ça sera sur la gouvernance. Quand on sera sur la thématique sur la gouvernance, on abordera un peu plus ces questions de gestion de l'État, autrement, les questions financières, les questions de gouvernance. Donc, voilà. L'autre idée dans le cadre des systèmes de contrôle, c'est l'idée des chambres régionales, locales, qu'il faut explorer, voir quelles sont les compétences au niveau local pour mieux structurer la justice, qu'elle soit aussi à la base. Voilà, je vous remercie. Je crois que c'est l'essentiel de l'économie de ce que j'ai retenu au début de la discussion. Et je pense s'il y a des ajouts ou des idées qui n'ont pas été prises en compte, je les laisserai s'exprimer. Non, il est 19h. Il est 19h. Bon. Tu enchaînes avec l'émission du groupe de travail. Alors, les groupes de travail, donc aujourd'hui on termine le travail de rencontre thématique sur ce sujet. On va basculer maintenant dans le groupe de travail pour les institutions. Les groupes de travail, pour les gens qui y participent, ils ont vocation à réécouter tout ce que chacun a apporté comme contribution dans ces débats, à faire en fait une restitution, synthèse des grandes propositions qui ont été souvent débattues depuis la première fois, depuis le premier atelier sur les institutions, depuis le 23 novembre et aujourd'hui. Ils vont dégager des grandes pistes qui semblent être des pistes majeures sur lesquelles il faut travailler. Ils vont documenter ces pistes-là, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un certain nombre de choses,
pour qu'elles deviennent plus ou moins fiables, il faut argumenter, il faut soutenir ces choses-là. Donc le groupe de travail va commencer à dire, bon, tirer les leçons du Congo, essayer de regarder comment ça se passe au Congo, en détail qu'est-ce qui s'est passé, les difficultés, les évolutions possibles, à travers les propositions de l'ensemble des choses. C'est comme une raffinerie qui essaie de donner quelque chose de plausible, parce que ça doit faire l'objet d'un rapport public. Donc ils vont travailler, et à la fin, le groupe de travail sort un argumentaire avec un exposé de motifs et les évolutions souhaitables. Tout cela, vous le savez très bien que le groupe thématique que nous faisons, on aura un point d'arrivée. Le point d'arrivée, ça sera un grand, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais ça peut être un grand forum pour une transition au Congo. On espère que d'ici mars, on sera capable peut-être d'aboutir à cela. Il y aura un grand forum et tous les résultats des groupes de travail feront l'objet d'un livre blanc, des premiers actes qui seront discutés et finalisés pour faire le livre blanc. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur les groupes de travail. Il y a un point de contact pour le groupe de travail institution. Le point de contact, c'est toujours Congo Liberty, mais il y a Wilfried et Mingwa qui sont, on va dire, les référents qui permettent de faire travailler le groupe de travail. Et pour travailler en groupe de travail, on n'aura pas besoin de se déplacer. Nous allons utiliser le moyen vidéo, visioconférence, à partir d'un outil qui s'appelle Zoom. On vous envoie le mot de passe et le lien, vous vous connectez, vous définirez ensemble le rythme de travail que vous voudrez. Le groupe de travail va organiser son travail, les termes sont connus, ils sont explicités même sur Congo Liberty, les termes de référence du travail du groupe de travail sont connus, vous allez l'alimenter, améliorer, et après, ces discussions vous permettront de revoir peut-être un rédacteur et un rapporteur. C'est aussi un apprentissage d'un certain travail parlementaire en fait. Il y aura un rapporteur et un rédacteur qui essaiera de proposer aux autres dans le groupe de travail des synthèses, des discussions de ce qui peut être soumis à d'autres que nous verserons dans le forum. Donc voilà pour l'essentiel des groupes de travail. Il y a une adresse mail. Il y a une adresse mail, il y en a deux. Il y a celle du Congo Liberty et puis il y en a une autre que Wilfried pourra communiquer à qui il veut. On espère avoir vraiment une animation plus vive des groupes avec la participation des gens du Congo dans les groupes de travail par vidéo, visio ou par échange mail. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de nos travaux sur la table ronde spécifique à l'organisation de l'État. Nous remercions tous les participants et comme l'a rappelé M. Alexis Miayoukou, il y a des groupes de travail, en tout cas un groupe de travail institutionnel qui va prendre le relais. La prochaine journée prévue est celle du 18 janvier, je crois. Le 18 janvier, Alexis Miayoukou aurait pu faire la présentation de cette journée. En tout cas, nous projetons parler de la justice transitionnelle. Donc une communication spécifique va être faite. On ne va pas s'appesantir dessus plus longtemps. Il y a des compatriotes qui vivent en province qui vont rentrer. On les remercie vivement et puis on attend toutes les réactions, toutes les propositions sur Congo Liberty ou sur l'adresse que nous allons diffuser, celle spécifique au groupe institutionnel. Et nous attendons aussi pour les compatriotes qui sont au Congo, qui sont dans d'autres pays, des contributions non seulement écrites mais aussi financières, si possible, n'hésitez pas. Je vous remercie et à très bientôt. Merci. Je vais passer les bonnes fêtes. Pourquoi? Ah, ça souffle.
ye mbongo